Bienvenue dans cette vidéo destinée aux règles de cette chaîne. Ici, je vais vous expliquer comment je vais fonctionner dans toutes les vidéos qui vont suivre, donc vous devez rester jusqu'au bout au risque de ne rien comprendre aux prochaines vidéos. Bon, commençons sans plus tarder, règle numéro 1, pas de morale. C'est-à-dire qu'on se posera jamais la question de si quelque chose est bien ou mal. Sur cette chaîne, on s'en fout de savoir si ce serait mieux que quelque chose existe, ou si ce serait mieux que les gens y croient. Ce qu'on veut savoir, c'est si c'est vrai. Par exemple, la question « La consommation de GM est-elle dangereuse pour la santé humaine ?» est un sujet qui sera peut-être un jour évoqué sur cette chaîne. Par contre, la question « L'euthanasie doit-elle être légalisée en France ?» ne sera jamais discutée sur cette chaîne, car c'est une question de morale. Et bien sûr, il en est de même pour les arguments. Mais ça, on verra après. Règle numéro 2, on utilise la méthode bayésienne. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en gros, c'est calculer la plausibilité d'une hypothèse, c'est-à-dire la probabilité qu'une hypothèse soit vraie, en utilisant cette équation. Mais bon, je sais que tout le monde n'est pas très à l'aise avec les maths, alors je vais plutôt utiliser le schéma de hygiène mentale. C'est une très bonne chaîne d'ailleurs, je vous la conseille. Bref, nous on va même utiliser une version encore plus simple de ce graphique, car en général, on va uniquement chercher à savoir la probabilité qu'une affirmation X soit vraie. La première étape, c'est d'estimer la plausibilité de X avant d'avoir le moindre élément, en essayant bien sûr de donner l'estimation la plus objective possible. Une bonne méthode pour ça, c'est de se dire quel niveau de preuve il me faudrait pour y croire. Et plus ce niveau de preuve est haut, plus il faut baisser la plausibilité initiale de X. Alors, ça peut paraître un peu flou, mais vous inquiétez pas, je vais vous donner des exemples. La deuxième étape est de prendre une observation en rapport avec les hypothèses, on va l'appeler D1, et on essaie d'estimer la vraisemblance de D1 pour chacune des hypothèses. C'est-à-dire, estimer la probabilité d'observer ça en imaginant que X soit faux, puis en imaginant que X soit vrai. Là aussi, vous inquiétez pas, je vais vous donner des exemples. La troisième étape, et c'est là qu'il y a un peu de maths, la nouvelle plausibilité de chaque hypothèse est égale à l'aire du rectangle correspondant divisé par l'aire de tous les rectangles. Pour simplifier, plus le rectangle est gros par rapport aux autres, plus la plausibilité de l'hypothèse sera grande. Donc, pour résumer, ce que ça veut dire, c'est que de base, on part avec un certain avis sur l'affirmation X, et que quand on observe quelque chose qui est plus probable dans le cas où X serait vrai que dans le cas où X serait faux, eh bien notre croyance en X augmente. Et inversement, bien sûr. Ensuite, maintenant que la plausibilité de X a changé, on va réutiliser cette valeur comme point de départ pour la prochaine observation. Et il n'y a plus qu'à recommencer, autant de fois qu'il y a d'observations sur le sujet. Bon, je vais vous donner quelques exemples, vous allez voir, c'est pas si compliqué. Imaginez que quelqu'un vous dise qu'il a un chat chez lui, et on veut savoir si c'est vrai avec la méthode que je viens de vous présenter. Alors, première étape, quelle est la plausibilité initiale de cette affirmation ? C'est-à-dire, quelle est la probabilité a priori qu'il ait effectivement un chat chez lui ? Eh bien, en France, il y a 29 millions de foyers et 8 millions d'entre eux possèdent au moins un chat. Donc la probabilité a priori qu'il ait un chat chez lui est d'environ 28%. Maintenant, regardons les observations pertinentes qu'on peut faire. Dans ce cas précis, il n'y en a qu'une seule, c'est qu'il vient de nous dire qu'il avait un chat chez lui. Donc, deuxième étape, on va maintenant imaginer que l'affirmation est fausse et que donc il n'y a pas de chat chez lui. Quelle est la probabilité qu'il dise qu'il ait un chat dans ces circonstances ? Eh bien, elles sont assez faibles parce qu'il n'a pas vraiment de raison de mentir. Disons, allez, 5%. Maintenant, on va imaginer que l'affirmation est vraie. Quelle est la probabilité qu'ils disent avoir un chat dans ces circonstances ? Eh bien, là par contre, elles sont très élevées, parce que là aussi, il n'a pas vraiment de raison de mentir. On va dire 95%. Bref, du coup, au final, quand on compare l'aire des rectangles, l'hypothèse selon laquelle il a effectivement un chat chez lui est devenue beaucoup plus probable. C'est pour ça qu'il est plutôt rationnel de croire quelqu'un quand il lui dit quelque chose de plutôt banal comme le fait d'avoir un chat par exemple. Bon, maintenant, on va prendre un exemple légèrement différent. Imaginez que quelqu'un vous dise qu'il a un dragon chez lui. Eh bien là, l'étape 2 reste inchangée. Quoique, on peut augmenter un peu la probabilité qu'il mente, vu que avoir un dragon c'est nettement plus intéressant que d'avoir un chat. Mais à part ça, elle change pas tant que ça. Ce qui change beaucoup par contre, c'est l'étape 1. Car la probabilité a priori qu'il ait un dragon chez lui est ultra faible. Et comme vous pouvez le voir, cela a eu un impact sur la plausibilité finale. La probabilité qu'il ait effectivement un dragon chez lui est restée très faible. C'est pour ça que c'est plutôt rationnel de ne pas croire quelqu'un quand il raconte des choses totalement invraisemblables, comme le fait d'avoir un dragon chez soi par exemple. C'est d'ailleurs ce qui se passe en justice avec la présomption d'innocence. La plupart des gens étant innocents, un suspect est considéré a priori innocent jusqu'à ce qu'on trouve des preuves suffisantes pour inverser les probabilités. Après, en général, il n'y a pas qu'une seule observation à analyser. En fait, il y en a souvent un très grand nombre. Je vous donne un dernier exemple. Imaginez qu'on veuille savoir si un médicament a un effet sur le corps humain supérieur à l'effet placebo. Bon, de base, la probabilité a priori que cette molécule ait un effet sur une maladie est plutôt faible, parce que clairement, c'est pas une molécule sur deux qui guérit les maladies. Mais bon,
on va être très gentil et mettre allez 20%. On trouve maintenant une étude scientifique sur 10 000 sujets qui conclut que le médicament a un effet supérieur à l'effet placebo avec une valeur P de 5%. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros la valeur P c'est la probabilité d'avoir trouvé les mêmes résultats par hasard. Ici c'est d'avoir trouvé ces résultats en imaginant que le médicament ne fonctionne pas, juste par chance. Bref, du coup, si on imagine que l'affirmation est fausse et que donc le médicament ne fonctionne pas, eh bien la probabilité que l'étude trouve ces résultats est de 5%. Il suffit juste de reprendre la valeur P. Maintenant, si on imagine que l'affirmation est vraie, eh bien là, la probabilité que l'étude trouve ces résultats est ce qu'on appelle la puissance statistique. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à calculer que la valeur P. Notamment parce que ça dépend du nombre de sujets, mais surtout d'à quel point le médicament est efficace. Et ça, on le sait pas, c'est justement pour ça qu'on fait des études. Du coup, je vais devoir uniquement me baser sur le nombre de sujets. Donc ça sera assez approximatif, mais bon. On va dire que pour 10 000 sujets, c'est suffisant pour être sûr à 95% que l'étude trouve un effet si jamais il existe. Bon, du coup, on se retrouve avec ça. Et là, on serait tenté de conclure que le médicament marche. Mais le truc, c'est que c'est pas la seule étude. Il se trouve qu'il y en a en fait 4 autres sur le sujet. Mais elles arrivent à la conclusion que le médicament ne fonctionne pas. La deuxième étape se retrouve alors inversée. Ces résultats sont très probables dans le cas où les médicaments ne marchent pas, et peu probables dans le cas où les médicaments marcheraient. Et quand on applique ça pour chacune des 4 études, la conclusion est bien différente. D'ailleurs, le nombre est tellement petit qu'il y a écrit 0. Et oui, ça reste un schéma et il a ses limites. C'est pour ça que, en général, j'utiliserai plutôt une représentation logarithmique. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de compliqué, c'est juste qu'à chaque fois qu'on monte d'un cran, on multiplie la probabilité par 10, et à chaque fois qu'on descend d'un cran, on divise la probabilité par 10. Ça permet d'être plus lisible quand on a des probabilités très faibles ou très fortes. Ici, on peut voir que c'était pas 0, mais 0,004%. Après, les plus attentifs d'entre vous diront que cette méthode a 2 défauts. Le premier, et le plus critiqué, c'est la plausibilité a priori, jugée trop subjective. D'ailleurs, un synonyme bien plus péjoratif de ça, c'est préjugé. Mais pourtant, c'est ce qui fait toute la force du bayésianisme, car considérer que, de base, toutes les hypothèses se valent, c'est une grosse erreur. Typiquement, avec l'exemple du dragon, sans a priori, j'aurais dû conclure que le dragon existait juste avec un simple témoignage. Mais l'exemple le plus connu de ce problème est sans doute le procès de Sally Clark. Je vous laisse aller chercher par vous-même, mais en gros, on avait dit que la mort accidentelle de ces 2 enfants était trop invraisemblable pour qu'elle soit innocente, en oubliant le fait que la plausibilité a priori qu'elle soit une tueuse était encore plus faible. En fait, mieux vaut un mauvais a priori que pas d'a priori du tout. Le second défaut est que définir les vraisemblances de nos observations est souvent très imprécis. Typiquement, dans le cas d'une étude scientifique, je vais être obligé d'estimer sa puissance statistique à la louche, en fonction du nombre de sujets étudiés. Et c'est vrai, mais nous, on veut juste savoir si c'est supérieur ou inférieur à 50%. Donc si j'obtiens un 10 exposant moins 15 plus ou moins 5, c'est pas précis certes, mais ça suffit largement à conclure que l'affirmation est probablement fausse. Et puis, les problèmes de précision, ils viennent pas du raisonnement ou de la méthode, ça vient des données en elles-mêmes. On n'est pas omniscient, donc on est obligé de faire avec ce qu'on a. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que notre cerveau fait tout le temps ce genre de calcul. On est continuellement en train de faire bouger nos curseurs en fonction de ce qu'on voit. Mais en plus d'être confronté aux mêmes problèmes de précision qu'ici, on fait aussi des erreurs de raisonnement. Et je peux vous garantir que ces erreurs sont infiniment plus graves que le manque de précision. Là, au moins, le raisonnement, il est bon. Donc ça peut être que mieux. Bref, règle numéro 3, pas de sophisme. Pour vous donner une idée, voici une liste des arguments fallacieux les plus utilisés. Vous pouvez retrouver le lien de téléchargement de ces images dans la description. Mais bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, loin de là. En fait, des arguments qui ne marchent pas, il y en a une infinité. Sur cette chaîne, on va définir un argument qui marche comme étant une affirmation vraie et dont la vraisemblance change suivant les différentes hypothèses. Autrement dit, qui a une influence sur la plausibilité des hypothèses étudiées. Pour reprendre le cas du médicament, on peut regarder à l'argument « ce médicament est utilisé depuis longtemps ». Imaginons qu'on fasse des recherches sur ce sujet et qu'on trouve que c'est vrai. Est-ce qu'on peut en conclure que le médicament fonctionne ? Bah non, parce qu'on a oublié l'étape la plus importante. Il ne respecte pas le second critère. C'est bien de savoir si c'est vrai, mais si ça change rien à la plausibilité de nos hypothèses, ça ne sert pas à grand chose. Et oui, le fait qu'il soit utilisé depuis longtemps est aussi probable dans le cas où il ne marche pas que dans le cas où il marche. Dans tous les cas, ça n'aura aucune influence sur la probabilité des hypothèses. Vous voyez le piège ? L'écrasante majorité des faux arguments sont de ce type.
comme l'affirmation est vraie, beaucoup de gens s'arrêtent là et considèrent l'argument comme valide. Alors qu'en fait, pas du tout. D'ailleurs, c'est pas binaire, hein. Tous les arguments valides ne se valent pas. En fait, avec la représentation logarithmique, c'est même assez simple de se rendre compte de la force d'un argument. Il suffit de compter le nombre de crans qui séparent les deux curseurs au milieu, et ça vous donne le nombre de crans à décaler pour le curseur de droite. Bref, tout ça pour dire que c'est pas toujours évident, donc il est possible que je fasse des vidéos entières pour expliquer pourquoi un argument très utilisé est invalide. Mais bon, du coup, comment vont se passer les autres vidéos? Eh bien, c'est très simple, ça se passera en 3 parties. On va d'abord exposer une affirmation X de façon très précise, en définissant tous les mots qui la composent, puis on va chercher la plausibilité de X, pour ça on va utiliser la méthode bayésienne, on va estimer la plausibilité de X a priori, puis on va modifier cette probabilité en fonction de tous les arguments qu'on aura trouvés et que vous m'aurez envoyés. Et enfin, on va conclure sur la position rationnelle à avoir sur l'affirmation, en fonction de l'état actuel de nos connaissances. Bien sûr, ce n'est pas à prendre comme une vérité absolue, hein. Déjà parce que je suis pas parfait, et je peux faire des erreurs, mais aussi parce qu'il est possible que de nouveaux éléments soient découverts après la sortie de la vidéo, ou que j'ai oublié de prendre en compte certains arguments. Bref, maintenant que tout ça est dit, vous pouvez regarder les autres vidéos de cette chaîne, en espérant que vous respecterez aussi ces règles en commentaire.